Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de vlog sur la cité qui compte. Je voulais les faire hebdomadaires et ça commence mal puisque le dernier c'était il y a 2 ou 3 semaines. Pour raison en fait une série de petits problèmes d'emploi du temps qui font qu'en fait on a sauté pas mal de... Enfin on a dû éloigner un peu les séances qu'on avait prévues avec Valentin et comme je voulais pas faire d'autres vlogs avant d'avoir joué, et ben voilà, on en arrive là quoi. Donc il y a eu une partie depuis la dernière fois, et je rappelle un petit peu pour remettre juste un petit peu le contexte, hein, la Cité qui gronde c'est une campagne, enfin c'est un univers et c'est une campagne que je joue en ce moment avec Valentin, en 1-1, moi je suis MJ de l'UPJ, et les épisodes ne sont disponibles nulle part, c'est pas enregistré. Je suis simplement ici pour faire des vlogs, pour rendre compte de certains trucs qui ont lieu, notamment des éléments de théorie, c'est-à-dire que je me sers entre autres de ce jeu comme de tous les autres en fait, mais bon, comme d'un laboratoire de théorie, j'essaye de faire marcher du gameplay homogène dedans, de l'analyser un petit peu. Et voilà, c'est juste une habitude, une espèce de forge à concept qui continue un petit peu, donc je vais faire un petit peu le point sur quelques trucs dont j'ai déjà parlé la dernière fois, les mettre en exemple, éventuellement théoriser des nouveaux trucs. Je vais essayer de faire relativement court, j'aimerais bien que ça dure moins que la dernière fois. Et je vais donc pas être exhaustive, il y a des choses dont je parlerai bien à l'occasion, mais que je vais garder pour plus tard. Voilà. Alors, de quoi est-ce que je voulais vous parler ? Premièrement, deux trucs sur les principes de fonctionnement général que je suis. Donc, j'essaie d'édicter, j'avais parlé du principe de naïveté la dernière fois, on va y revenir un petit peu. J'essaie d'édicter des principes de fonctionnement, pas tant d'un point de vue de règles que du point de vue univers, enfin d'une espèce de... Enfin, disons vraiment dans cet entre-deux qui est de dire l'univers est une règle, ça tremble un petit peu, non ? Ouais, pas tant... Enfin, voilà, dans cette vision de... Je vais jouer d'une certaine manière, donc il y a quelque chose à la fois dans la façon dont je joue et dans l'univers que j'ai choisi de fabriquer, dans un entre-deux qui n'est pas tout à fait clair, qui est souvent ce que j'appelle la métaphysique. J'essaie d'avoir une série de principes sur lesquels me baser. Et c'est très important parce que c'est ça qui sert de l'impro. J'avais dit que c'est un univers, la Cité Gronde, qui est vraiment décrit de façon minimale par quelques listes et quelques trucs un peu fixés avec des paragraphes écrits, mais pas tant que ça en fait. Et du coup, pour que l'ensemble ait une cohérence et surtout un sentiment de réel, il faut que je suive des principes qui vont nous servir à la fois à débloquer le jeu, à le permettre, et pour moi à continuer à avancer et à improviser, mais pas que en fait. C'est plus largement des principes qui nous servent à jouer et qui fondent un peu le gameplay, quoi. Si je peux me permettre une analogie, si les gameplay, les règles, etc., ça représentait les lois, si ça représentait les lois, alors ce que j'appelle les principes, qui sont assez proches des principes de PBTA, on pourrait l'imaginer, c'est un peu la constitution, quoi. Voilà. Donc le principe de naïveté, hein, c'était, je vais rappeler rapidement ce que j'avais derrière ce terme, c'était un truc lié à la politique, un principe de naïveté en politique, c'était de dire toutes les idées politiques qu'on peut éventuellement exprimer dans cet univers sont jamais considérées comme idiotes. On peut éventuellement les mettre en avant. On peut mettre en avant des choses que vous et moi, on pourrait se dire, mais c'est complètement idiot, c'est complètement faux. Et l'idée, c'est qu'en fait, on imagine qu'on est dans une société dans laquelle la révolution a eu lieu il y a 30 ans, il y a beaucoup de gens qui ont très très peu de culture politique, et les gens n'ont pas beaucoup de recul, ce qui fait qu'il n'y a aucune idée qui semble vraiment... comment dire ? Il n'y a aucune idée pour laquelle on peut vous dire ça fait 200 ans qu'on y a pensé, ça fait 200 ans qu'on a essayé, ça n'a pas marché, bon. Et l'intérêt du principe de naïveté, c'est qu'on n'a pas à se brimer, on n'a pas à s'auto-censurer sur ce qu'on va dire en termes d'idées politiques. C'est-à-dire que si moi j'ai une idée de « Ah mais attendez, et si ce serait pas bien de dire... on met en place des entreprises avec, il y a un personnage qui propose ça, des conseils dans lesquels les travailleurs et les patrons peuvent discuter, et ça correspond au conseil d'administration, donc tout le monde a sa voix au chapitre. On pourrait avoir des objections à ça en se disant mais c'est naïf de penser qu'ils vont réussir à s'entendre, la question c'est qui a le pouvoir de choix et ça va être de toute façon très adversarial et tout, mais on peut ne même pas penser à ça et se dire non mais on va mettre en place ces conseils et ils discuteront rationnellement ou je ne sais quoi. Et donc on peut ne pas s'auto-censurer et balancer autant d'idées politiques diverses et variées que l'on peut sans se sentir idiot, quoi. Et en fait, ce principe-là, il a eu une application un peu inattendue, un peu borderline dans la dernière partie, mais qui est très intéressante.
Le personnage principal c'est rendu au QG d'un parti qui n'est pas le sien, pour essayer de les influencer, pour essayer de faire passer certaines idées et tout, au milieu d'un moment de grande délibération et de crise. Et donc le parti, ça se passe en pleine nuit, ils sont en train de faire un vote de crise à 2 ou 3 heures du matin, et le PJ arrive et il propose des idées, il dit non mais on pourrait faire ça et tout, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis juste un citoyen, je viens pour discuter. Et j'ai pris la décision à ce moment-là de mettre dans ses pattes au moins un PNJ qui l'écoute, qui le trouve intéressant, et qui va le défendre par rapport à ses pairs. Et c'est quelque chose qui n'allait pas de soi parce que c'est un parti qui est dans une situation difficile, en pleine nuit, et il y a assez peu de raisons pour qu'ils acceptent quelqu'un qui sort de nulle part et qui leur balance des trucs comme ça. Donc évidemment, c'était utile pour l'histoire que son personnage puisse intégrer au moins un petit peu la discussion, qu'il soit un petit peu là. Mais je me suis dit, ça se raccroche un peu au principe de naïveté, c'est-à-dire que ces gens-là croient à la discussion, croient à la possibilité politique de se parler, et puis en plus, il y en a qui ont des intérêts à trouver des alliés, à faire venir des gens qui sont d'accord avec eux dans le parti, donc ils trouvent un petit peu un soutien, quoi. Donc le principe de naïveté, à ce moment-là, en fait, pourquoi est-ce que ça rejoint le principe de naïveté? Surtout parce que la chose qui m'est venue spontanément en tête, c'était plutôt de dire, c'est plutôt d'opposer un refus, de dire tout le monde est là, PTDR, t'es qui, allez, barre-toi, on veut pas te voir. Et voire même à comprendre très rapidement qu'est-ce qu'il fait là, c'est-à-dire de dire non mais en fait c'est un infiltré, virez-le, juste virez-le, c'est tout. Donc en fait ce principe de naïveté, d'une certaine manière, il est assez proche de ce qu'on pourrait trouver dans le théâtre d'impro. C'est-à-dire que c'est vraiment cette idée de oui mais, de ne pas opposer de refus, etc. Quitte à ce que le soutien qu'il reçoit soit très faible, en fait, c'est très minoritaire. Simplement, il a le droit d'avoir une voix au chapitre, on peut l'écouter, quoi. Et pour connecter avec un autre truc, il y a un principe que je vois que je suis, donc je constate que je le suis, qui me semble assez formateur pour ça, c'est... on pourrait appeler ça un pas de côté, mais... Est-ce que j'avais une formulation particulière pour ça? Ouais, en gros, il y a un principe général de l'ordre de... Pour toute opinion politique, il existe toujours quelqu'un qui la soutient et quelqu'un qui va être contre, quoi. Il n'y a jamais d'idée qui obtient une adhésion totale ni zéro. Ce qui veut dire que il y aura toujours quelqu'un pour écouter certaines idées, il y aura toujours des gens qui vont trouver ça pas absurde. Vous voyez que c'est un corollaire direct du principe de naïveté, hein. C'est-à-dire que, puisqu'on suppose que aucune idée politique n'est idiote, alors aucune idée politique ne reçoit zéro soutien. Ça va vraiment de pair. Et quelque part, c'est un outil utile, c'est-à-dire que dans chaque groupe, dès l'instant où il y a plusieurs personnes, je sais tout de suite qu'il y aura forcément des divergences politiques dans ce groupe-là, quel qu'il soit. Et moi, c'est toujours un boulot assez facile, en fait, pour moi, de dire, bon, bah, il y a ce groupe-là qui pense globalement ça, ben, je peux imaginer très facilement des sous-groupes qui pensent tel ou tel truc, qui ont des idées dissidentes, plus à gauche, plus à droite, un peu bizarres, etc. Et ça permet, c'est une façon facile, en fait, de se créer de la différence en créant du contraste, quoi, un petit peu artificiellement. Où on aille, il y a toujours du contraste entre les personnes, il n'y a jamais deux personnes véritablement d'accord sur tout. Donc ça me permet, moi, d'avoir... c'est un outil général pour me dire, si je veux créer des nouvelles idées, des trucs qu'on n'a pas encore vus, je prends un parti et je regarde une idée minoritaire qu'il y a dedans, quoi. Et du côté PJ, ça veut aussi dire que il y aura toujours moyen de trouver un petit peu de soutien, de trouver des moyens de s'infiltrer, d'entrer, etc. Voilà, je clôt cette question ce truc-là sur les principes, et notamment sur le principe de naïveté. Pour en arriver au gameplay, alors niveau gameplay, on n'a pas évolué depuis la dernière fois, on n'a pas trop reparlé de ces histoires de drogue et tout, il y a juste le sommeil qui est en cours, mais bon, c'est en cours. Je vais parler de deux trucs niveau gameplay. Un qui est très rapide, très simple, c'est les macros, et un deuxième, c'est un élément de gameplay de MJ que je trouve intéressant. Alors... Ah oui, puis un troisième... Ouais, une fois qu'on aura fait ces deux trucs sur le gameplay, je toucherai quand même un mot sur l'effet de réel, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on a un petit peu avancé. Et une fois qu'on aura dit ça, ce sera la fin de l'épisode, normalement. Voilà, donc premièrement, sur les macros, j'avais dit... c'est un truc qu'a fait Valentin, et que je trouve assez intéressant à prendre en compte, notamment quand on parle de jeux de rôle tradis. Bon,
tout ce qu'on fait par défaut tombe sous ce que j'appelle la narration naturelle, c'est-à-dire ces moments où juste lui il décrit ce que fait son PJ et moi je décris ce qui se passe, je continue à décrire, quoi, sans utiliser de règles particulières. Et en fait, en narration naturelle, assez souvent, il y a des choses qui reviennent beaucoup. On se dit, bon, bah, en fait, je vais faire tel truc, mais je l'ai déjà fait 150 fois, c'est pas la peine d'expliquer toujours tout en détail, quoi. Et en gros, c'est ça une macro, c'est un truc pour lequel on va expliquer une fois comment on le fait, et on le refera, et on le réexpliquera plus. Parce que c'est toujours un peu la même chose, quoi. Concrètement, c'était lié à son pouvoir. Lui, il a un masque avec un pouvoir spécial qui lui permet de prendre l'apparence de n'importe qui une seule fois. Donc quand il adopte une apparence, la prochaine fois quand il en sortira, il pourra plus jamais adopter cette apparence à nouveau, quoi. Donc la macro, c'était, à un moment, il me disait, j'essaie de trouver quelqu'un sur le bord de la route, quelqu'un dans une rue, n'importe qui a pas l'air d'être particulier, quoi. Et je le regarde, je récupère son visage, enfin je le mémorise son visage, parce que c'est tout ce dont il a besoin. Et comme ça, plus tard, j'aurai un visage dans lequel rentrer, quoi. Très vite, en fait, on s'est dit, mais en fait, tu dois faire ça assez souvent, donc, en fait, il n'y a même pas besoin d'une macro, c'est-à-dire qu'on peut dire que c'est quelque chose qui est fait régulièrement, et donc, quand tu voudras une apparence random de quelqu'un que personne ne connaît, ou qui a très peu de chances de se faire reconnaître dans la rue, en tout cas, tu pourras faire ça. Oui, du coup, c'est pas tout à fait une macro. Ce que j'avais en tête de macro, c'est quand même de dire, ok, là, je fais ça. Là, oui, non, ça se réduit juste à un truc qui est, de temps en temps, quand il veut, il peut me dire, ok, je prends l'apparence de quelqu'un de random, et on sous-entend qu'avant, il avait déjà fait des choses. Bon. Alors, les macros, c'est une façon de fluidifier le jeu sans se forcer à répéter des trucs. C'est-à-dire qu'on le fait quasiment tout le temps. Moi, j'ai vraiment ce souvenir que c'était un truc assez souvent en jeu de rôle traditionnel, c'est que quand on a déjà fait pas mal de fois un certain truc, quand on a déjà expliqué comment on voyage, comment on prépare ceci ou cela, on prend plus le temps de le redire en grand détail, quoi. Et c'est bien et c'est pas bien en même temps. C'est-à-dire que ça nous permet de gagner du temps, mais ça peut être assez adverse au besoin de faire sentir les choses, de faire sentir le réel des choses. C'est-à-dire qu'on va quand même... Si c'est sur les petites choses, des petites actions sur lesquelles on n'a pas besoin d'avoir plus de détails, c'est très bien, ça pose pas de soucis, je pense. Un exemple d'une macro qui pose pas de soucis, à mon avis, c'est le magicien qui s'assoit pour réviser ses sorts, quoi. Peut-être que la première fois, on peut expliquer, on peut le montrer un peu, le mettre en scène, dire qu'il s'isole, qu'il chantonne, qu'il ouvre son livre, qu'il est en tailleur avec un air méditatif et tout. Et puis les prochaines fois, on ira plus vite. Mais quand c'est quelque chose qui prend de la place et du temps dans la fiction, il y a un côté un peu bizarre au macro, et je pense typiquement à des questions de voyage, quoi. Quand on n'a pas spécialement de règles de voyage, qu'on va juste dire, bon, on va d'un point A à un point B en claquant des doigts, il y a souvent un truc il y a tellement de compression de temps que l'effet de réel, il disparaît un petit peu. En tout cas, quand on cherche ce réel-là, c'est-à-dire ce sentiment d'appartenir à une fiction, d'être dans un monde fictionnel, de pouvoir y croire au moins avec une partie de son cerveau. Donc voilà, on a accepté une macro dans La Cité qui gronde. On verra s'il y a d'autres macros, et on verra si ce sujet revient. Et ça me semble intéressant de les garder en tête, parce que, à mon avis, vu le type de dispositif dans lequel on est, les macros sont probablement des choses pour lesquelles il faut qu'elles soient soit petites, comme je l'ai dit, soit qu'elles soient inexistantes. Ce qui revient à dire, il faut éviter qu'il y ait... il faut éviter que le dispositif de jeu, le jeu lui-même, pousse à refaire en boucle en série les mêmes types d'actions, sans leur donner de variation. Bon, rien de très, très nouveau. Mais voilà, je pense que le concept de macro est assez pratique pour penser ces petits machins qu'on refait assez régulièrement, et se demander, est-ce que c'est ok, est-ce que ça pose problème, est-ce qu'il faut introduire des variations qui font que de temps en temps ça se passe autrement, etc. Voilà, pour les macros. Ensuite, un petit truc de gameplay de MJ dont je voulais parler. Il y a un truc émergent que je trouve assez intéressant, dont on a un petit peu parlé, c'est... alors, une question qu'on s'est posée assez tôt, c'est quand Valentin tente quelque chose, quand il fait une action, est-ce qu'il me dit ou pas les intentions de son action ? Avec cette idée que, comme on joue dans une vision assez convergentiste, quoi, très valentinienne, on essaye de faire un jeu dans lequel
on décrit factuellement les actions des personnages, on essaye de dire assez factuellement qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, et c'est le réel, entre guillemets, de la fiction qui nous guide, et pas l'histoire. Même si, bien sûr, on fait on fait des choix pour l'histoire, on le sait, mais on essaie de se laisser guider par les lois du monde, le fonctionnement de ce monde, la métaphysique de ce monde, comme si on la subissait, comme si elle ne nous appartenait pas, quoi. Comme si le monde est comme ça, c'est comme ça. Et du coup, le fait de ne pas dire les intentions, ça permet en fait de rompre quelque chose qui est de l'ordre du dialogue entre MJ et PJ, qui est à l'inverse, ce dialogue est très central, enfin peut être très central dans certaines formes de jeu plus narratives. C'est typiquement... je peux reprendre ce moment. Imaginez que vous arriviez, que son personnage arrive dans le party en question dont j'avais parlé tout à l'heure. Là, il arrive et il dit ouais, moi je pense que vous devriez faire plutôt comme ci comme ça. J'ai une idée pour vous et tout. Moi, en tant que MJ, je ne sais pas quelle est son intention. Je ne sais pas s'il essaye de trouver des gens pour l'aider à monter son point de vue et du coup recevoir du soutien, ce qui a effectivement eu lieu, ou s'il est en train d'essayer de foutre le sbeul, juste balancer une foire d'empoignade, se débrouiller pour provoquer tellement qu'il va se faire jeter dehors, etc. Ce qu'il a déjà fait plus tôt dans la fiction. Et en fait, si on regarde juste la fiction, moi je pourrais pencher d'un côté ou de l'autre. Je pourrais me dire, en fait, ce qu'il fait là, ça va vraiment pas, c'est-à-dire qu'il va se faire jeter dehors et point barre. Ou je pourrais prendre la décision de me dire, non, finalement, il y a quelqu'un qui t'écoute et tout. À ce moment-là, moi j'ai plutôt pris la décision en me basant sur l'histoire. C'est ce que j'ai raconté tout à l'heure à propos du principe de naïveté, en disant c'est quand même intéressant s'il a un contact à l'intérieur, même si ça va être un petit peu difficile. Et puis on a embrayé à partir de cela, quoi. Donc j'avoue que j'ai pas tout à fait suivi, j'ai pas suivi des règles strictes, des règles strictes et pesantes, quoi. Il y a quand même énormément de place un peu informelle comme ça pour moi dans cet univers et dans ce jeu. Mais bon, le point que je voulais mettre en avant quand même, c'est j'ai pris la décision, moi, en me basant tout de même sur des principes établis à l'avance, le principe de naïveté, et pas en utilisant ses intentions à lui. Si lui me dit, mon intention, mon but, c'est de faire ceci ou cela, ça change beaucoup les choses, parce que on pourrait se dire, par exemple, que s'il a l'intention de s'infiltrer dans le PPS, s'infiltrer dans le parti en question, et que moi je lui dis juste qu'il se fait jeter, c'est un refus de jeu. Et en même temps, il pourrait le prendre en se disant, c'est comme ça. Pas au sens le MJ m'a rejeté, mais au sens le PPS ne veut pas discuter de toute façon, point. Donc voilà, je voulais juste poser ce cadre-là, qui est, il ne me dit pas les intentions de son personnage, la plupart du temps. Parfois, il y a peut-être des exceptions, mais la plupart du temps, il ne me dit pas les intentions du personnage. Et ça crée un truc assez sympa pour moi, c'est... déjà, moi, ça me ramène plus dans ce rôle de se dire, j'interprète les actions du personnage, je me demande qu'est-ce qui va se passer maintenant. De temps en temps, je vois bien que je choisis vis-à-vis de points qui soient extérieurs à l'univers strict, qui est l'histoire, entre guillemets, mais il y a quand même pas mal de moments où je suis juste en train de me demander qu'est-ce qui devrait normalement arriver dans ce monde-là, point. Le but, c'est qu'on arrive à réfléchir comme ça, quoi, et d'avoir designé le monde de sorte à ce que cette expérience-là soit intéressante, mais pas de designer l'expérience au moment même pour qu'elle soit intéressante. Et qu'allais-je dire ? Voilà. Le cœur de ce que je voulais dire sur le gameplay de PJ, c'est juste... Moi, j'ai un jeu assez marrant qui est de comprendre ce que va faire le PJ. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Où est-ce qu'il va ? Puisque je ne connais pas ses intentions, je le vois, entre guillemets, aller quelque part, parler à des personnages, essayer de faire des trucs, mentir, intriguer. Et je ne sais pas quelle est la finalité de ça. Quel est son objectif. Et pour moi, MJ, c'est assez fun, en fait. On a assisté la dernière fois à un discours de plusieurs personnages qui, à la fin, menait à un vote, puis à l'écriture d'un message qui devait être transmis à la presse au fur et à mesure. Et on savait que le PJ devait plus ou moins agir là-dessus. C'est-à-dire peut-être changer le message, peut-être changer l'avis des gens, changer le vote qui vient avant, etc. Et moi, j'ai décrit la fin du discours, les gens qui se mettent d'accord, qui écrivent le message, qui signent, etc., en me demandant à quel moment il allait agir. Je me suis dit, il va peut-être essayer d'intercepter la personne qui est en train d'écrire le papier, mais elle ne l'a pas fait. Est-ce qu'il va essayer d'intercepter le courrier, la personne qui va vraiment envoyer le truc ? Non plus.
Et il y a eu un jeu assez marrant comme ça où je décrivais morceau par morceau, bout de scène par bout de scène ce qui se passait, en attendant son input, en attendant le moment où il arriverait un truc, quoi. Et ça me ramène un petit peu à ce genre de fascination pour ce que fait l'autre qu'il y avait dans la clé des nuages, le côté je pose un certain décor et j'attends de voir ce que l'autre va faire dedans. Là, bien sûr, c'est beaucoup plus dynamique, hein. Il se passe des choses sans la volonté du personnage, mais j'ai un certain plaisir à ça, à ne pas du tout savoir où est-ce qu'on va et qu'est-ce qui va se passer à la fin. Et à la limite, en fait, je ne connais même pas précisément l'idéologie de ce personnage. Je sais par qui il est embauché, pourquoi est-ce qu'il est payé, qu'est-ce qu'il doit faire, mais il n'est pas exclu, notamment vu des discussions qu'on a eues avant la partie, que le personnage nourrisse d'autres idées et qu'à un moment, il me révèle ça. Voilà, voilà. J'ai parlé des macros, j'ai parlé de gameplay de MJ. Donc, je parle de gameplay, c'est juste un petit élément, hein, c'est peut-être une résultante d'autre chose. C'était juste pour rappeler, ça j'aimerais bien que ça infuse un peu, que les MJ aussi sont là pour chercher du plaisir de jeu, et ce plaisir, il est rapport au gameplay. Il vient du gameplay, il est lié à la façon dont on joue. L'impro est un gameplay, le fait d'interpréter le monde pour renvoyer une réponse est un gameplay, enfin ça fait partie du gameplay plutôt. Et un des plaisirs qu'on en sort parfois, c'est celui-ci, qui est ce mystère quant à savoir ce que va faire tel ou tel PJ, quoi, quand on ne connaît pas les intentions. Voilà. J'ai pas encore assez de billes pour faire un podcast ou un rendez-vous en théorie ou un article au sujet du gameplay de MJ, mais c'est vraiment un sujet qui m'intéresse et que j'aimerais bien qu'on creuse collectivement. Ok. Donc, j'avais dit, en conclusion, un mot sur l'effet de réel. J'ai pas une définition claire de ça, c'est un concept avec lequel on tâtonne avec Valentin. Ce qu'on appelle l'effet de réel, c'est... bon, moi, ce que j'appelle le réel, c'est ce qui résiste, quelle que soit la situation, y compris dans des trucs très éthérés, c'est-à-dire la fiction résiste du moment qu'il y a des choses non évidentes. L'exemple que je donnais, par exemple, c'est... je crois que je sais plus où est-ce que j'en parlais de ça, bon, peu importe. Si je dis... Qu'est-ce que je pourrais dire de rigolo ? J'essaie de vous construire un truc. Bon, peu importe, je n'y arrive pas. Mais un exemple que j'avais déjà développé une fois, j'essaie d'en trouver un autre, mais bon, tant pis. Un exemple que j'avais développé une fois que je trouvais pas mal, c'est de dire le fait que le roi Arthur possède l'épée Excalibur, ça c'est réel. Pourtant, le roi Arthur n'existe pas et Excalibur n'existe pas. Mais si je dis... en fait, ça, c'est un truc qui est attesté au cœur de ce qui est le personnage du roi Arthur, d'où est-ce qu'il vient, quels sont les attributs centraux du personnage. Et c'est pas quelque chose qui... Comment ? C'est pas quelque chose qu'on peut nier facilement, quoi. Si on dit qu'il ne l'a pas eu... Ah, je sais pas comment dire ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On va s'arrêter là sur le réel. Je vais peut-être pas... j'arrive pas à l'introduire comme je voulais. J'ai oublié de préparer ma définition. Je peux simplement dire plus prosaïquement que dans la partie avec Valentin, l'effet de réel, c'est le sentiment que le monde existe véritablement. C'est pas tant une question d'illusion ou d'immersion dans laquelle on est, mais c'est juste le fait que le monde ayant sa propre réalité, on peut pas nier n'importe quoi pour les bienfaits de l'histoire. On est obligé de le construire suivant une certaine logique et de lui donner un certain réel, quoi. Et toute la question qu'on se pose, c'est comment concilier cet effet de réel avec la nécessité d'être dans une bonne partie en improvisation, pour moi, parce que le monde est beaucoup trop gros et que j'ai pas envie d'écrire un truc aussi gigantesque. D'où les principes, d'où tout ça, c'est un peu le lien de tout ce que je raconte. Donc l'effet de réel, c'est ce qu'on essaye de construire dans un... ce qui nous semble réellement important, profond, et ce qui ne pourra pas être nié au sujet de la partie. Si demain je dis... si ce soir, en fait, je dis à Valentin...
Écoute, j'ai complètement merdé, je voulais changer un truc. Tel personnage, je te l'ai pas dit, mais en fait, il a un chapeau vert, très visible. Euh, le fait d'ajouter un chapeau vert à mon personnage n'est pas très grave. C'est pas très fixé, le fait qu'il n'avait pas de chapeau. C'est pas une propriété importante du personnage. Et le fait qu'il en a un ne le bouleverse pas profondément. Si par contre je dis, par contre, tel personnage que tu as rencontré au PPS, en fait, il est pas au PPS, il est à un autre parti, on peut changer ça. Ça va à l'encontre d'un truc qui a été joué. Donc ça, c'est déjà fatal du point de vue du réel. Et puis même, si le personnage lui-même a été désigné comme appartenant au PPS, ça c'est un truc important. L'appartenance à telle ou telle partie, c'est un truc plus important que le chapeau porté ou pas porté, quoi. Et en fait, on bataille un petit peu avec Valentin pour trouver quelles sont les choses importantes et quelles sont les choses accessoires. L'important, c'est ce sur quoi il doit y avoir soit des choses écrites, fixées, posées, soit des principes de détermination assez clairs, comme le principe de naïveté. Et tout ce qui est accessoire, en fait, sort du réel, et là, on est le droit d'être beaucoup plus allusif, etc. Voilà, je reviendrai sur le réel peut-être une prochaine fois quand j'aurai un peu plus d'éléments. Je sais pas si vous m'avez suivi avec Laura Arthur, là, je vous trouverai peut-être le moment où j'en avais parlé de façon un peu plus claire. Et en attendant, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je joue ce soir, donc a priori, s'il n'y a pas un décalage au dernier moment, la semaine prochaine, j'aurai de la matière pour une prochaine partie. Voilà, je vous laisse ici avec tout ça, et puis je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, je sais pas à quel moment vous me regardez. Et puis on se dit à la prochaine fois. Ciao.